Et salut à tous et salut à toutes. On est de retour pour une nouvelle émission de Time Out, votre émission 100% basket, 100% NBA. Justement, aujourd'hui, on va faire une petite entorse à cette jolie phrase d'accroche, puisqu'on ne va pas parler de NBA, enfin, on va en parler généralement, mais on va surtout s'intéresser à la NCAA et à la G-League aujourd'hui. On est toujours confinés, bien évidemment, à la maison. On continue d'enregistrer ce podcast sur nos ordinateurs. On a longuement parlé de Michael Jordan la dernière fois. On a organisé aussi la semaine dernière notre jolie cérémonie des Time Out Awards la semaine dernière. Et cette fois-ci, on a voulu revenir sur un sujet un peu plus d'actualité. Je ne vous apprends rien en vous disant que la saison NBA est toujours interrompue, qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas comment ni quand elle va reprendre. Pour l'instant, on parle des discussions du parc Disney à Orlando qui pourrait accueillir toute la délégation NBA. La même chose du côté de Las Vegas et de la MGM. Pour l'instant, la NBA est toujours suspendue et l'actualité pour la balle orange outre-Atlantique, c'est quoi? C'est cette guerre, on va dire, entre la NCAA et la G-League qui a récemment pris une autre dimension, on va dire, avec la création de cette select team dans l'antichambre de la NBA et surtout le fait que les meilleurs prospects américains aillent directement en G-League et ne passent plus par la fac. On va parler de tout ça, on va revenir sur ces faits d'actu, on va essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi c'est un petit séisme dans le monde du basket américain. On va aussi essayer de vous expliquer un petit peu les principales différences entre NCAA et G-League et surtout de comprendre comment fonctionnent ces ligues. Voilà, c'est parler de NCAA. Je m'excuse d'avance auprès du public qui pourrait être spécialiste de la NCAA. Si on explique des choses qui vous semblent pour vous acquises, on va essayer de mettre un petit peu tout le monde sur les mêmes bases, tous les fans de basket sur les mêmes bases. C'est un système assez compliqué, le système, enfin compliqué. En tout cas, pour nous autres Européens, c'est un petit peu des choses qu'on ne voit pas habituellement. Donc, on va essayer de bien vous expliquer comment fonctionne la NCAA dans un premier temps. Donc voilà, c'est pour bien cadrer cette émission NCAA, G-League, les faits d'actu. Je ne suis pas tout seul pour cette émission, bien évidemment. On a une jolie équipe encore ce soir pour m'accompagner. Je vais commencer avec toi, Antoine Delplanque. Antoine, comment tu vas? Salut Nîmes, salut les gars, oh, ça va très très bien. Le déconfinement approche logiquement. On arrive bientôt. Ça va être dans enfin, je ne sais pas où vous êtes exactement, mais dans nos régions, je crois que pour nous, ça va être un peu plus long, le déconfinement, on va dire. À Paris, ça va être un peu plus chaud. Thomas est là aussi. Thomas, comment tu vas? Ça nous fait plaisir de t'avoir encore ce soir. Moi aussi, hein, toujours un plaisir d'être avec vous. Ça va très bien et vous? Pour l'instant, tout se passe bien. On arrive encore à parler basket, malgré le fait qu'il n'y ait plus beaucoup d'actu. On se débrouille comme on peut. Euh, voilà pour le basket. Et, on a un autre chroniqueur qui a fait son apparition justement depuis le début du confinement, un autre Antoine, pour le coup, qu'on surnomme affectueusement Tonio. Comment tu vas? Ben écoute, ça va, hein. Je commence un peu à m'y faire, à participer à l'émission, là, à prendre ce rôle de chroniqueur. Ça y est, t'as pris tes marques, c'est bon? Ouais, c'est bon, pas de souci. On a eu des retours positifs euh, de nos fans, de nos nombreux fans qui nous écoutent sur les réseaux. Ils ont dit que tu étais un bon chroniqueur. C'est pour ça qu'on continue à t'inviter. Voilà. Eh ben écoute, c'est tant mieux. Et puis, vous l'avez, c'est un petit nouveau ou pas d'ailleurs. Vous le connaissez sûrement sur Twitter avec son compte Blazer France. Il est passé plusieurs fois dans l'émission et ça nous fait plaisir aussi de l'avoir pour parler NCAA et G-League ce soir. Lilian Bordron, comment tu vas? Salut Anim, salut tout le monde. Ça va très bien. Écoute, on profite de ces jours de confinement pour se mater des highlights de prospects et de la draft pour compenser un peu l'absence de NBA. Donc ça tombe bien, on va un tout petit peu en parler ce soir. Ouais, effectivement, on se projette un petit peu, alors peut-être pas sur la prochaine draft, mais sur en tout cas celle de 2021 dans un premier temps avec ces prospects, on en parlera. Je vous rappelle, avant de lancer cette émission, que vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission sur YouTube et puis en podcast sur toutes les plateformes. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont fait des retours, j'en parlais
sur les émissions. On vous écoute, on vous lit. Et merci de nous écouter, de nous être fidèles et de nous faire des retours sur l'émission. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux, dernier petit truc, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram aussi. On est de plus en plus actifs. Merci le confinement. Il y a pas mal de contenu. On vous propose pas mal de contenu sur les réseaux. Donc n'hésitez pas. Vous tapez soit Time Out On Air, soit Time Out NBA, Time Out Podcast. Vous nous trouvez forcément. Les gars, je pense qu'on a fait le tour. On peut partir pour cette jolie émission. On est parti pour le temps mort le plus long de l'NBA. C'est parti pour une heure de Time Out. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Très rapidement, sans trop rentrer dans les détails pour cette émission, avant d'aborder notamment l'aspect de la NCAA et de la fac aux USA et le basket à la fac, petit rappel des faits et pourquoi on fait cette émission. Vous le savez sûrement, vous qui nous écoutez, même vous en tant que fan NBA, la NCAA, c'est l'association qui gère tous les sports universitaires américains, donc qui organise le championnat entre les facs. Il y a des facs prestigieuses, on va parler de Duke, de North Carolina, de Kentucky notamment. Tout ce qui est la March Madness aussi, c'est la NCAA. Donc ça, c'est vraiment la fac aux USA. De l'autre côté, il y a une autre ligue qui s'appelle la G-League, qui est le nouveau nom de la D-League, qui était la Development League. Voilà, la fonction est la même, c'est-à-dire développer les joueurs NBA. Couramment, en France, on appelle ça l'antichambre de la NBA. C'est souvent des franchises maintenant, de plus en plus en tout cas, des franchises qui sont rattachées aux franchises NBA. Concrètement, très, très, très vulgairement, on pourrait dire que c'est un peu un championnat des équipes réserves de la NBA. Donc, on a de tout. On a des jeunes, on a des Européens, des joueurs un peu plus vieux. Voilà, c'est une sorte de championnat réserve, même si c'est avec des très gros guillemets et de manière très, très vulgaire. Alors, pourquoi on fait cette émission ? Parce que récemment, dans l'actu, il y a 3 joueurs notamment qui ont fait la une un peu des journaux. Il y a Daishen Nix, on va parler d'Isaiah Todd et de Jalen Green surtout. Tous les 3, ce sont des jeunes joueurs qui étaient au lycée, qui devaient logiquement s'inscrire à la fac, comme tout bon joueur de basket dans son cursus habituellement. Et en fait, ils ont décidé de faire une petite entorse à la règle et de passer directement en fait, en G-League, de passer professionnel. Alors, c'est un petit peu un séisme dans le monde de la NBA parce qu'on sort du chemin classique, c'est-à-dire collège, lycée, fac, NBA. Là, on part sur du collège, lycée, G-League, donc championnat réserve, on va dire, NBA, logiquement. Et donc, on est sur un chemin un peu inhabituel pour ces joueurs-là. Ça a un peu ébranlé tout le monde. Comment ils ont fait ça et surtout, pourquoi l'argument de poids, je pense qu'on le développera longuement dans l'émission ce soir. C'est l'argent, tout simplement. Les équipes de G-League proposent un salaire. On parle de 300 000 à 500 000 dollars pour certains joueurs, ce qui est une somme conséquente pour un mec de 18 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, à 18 ans, on vous dit soit tu vas à la fac et tu ne touches pas d'argent, soit tu vas en G-League et tu peux prendre potentiellement 500 000. Ça a pu jouer. Je pense que ça a joué dans leur décision. On en parlera. Voilà, c'est la NCAA, du coup, pour terminer, après tous ces petits déboires, a annoncé faire des réformes justement pour pouvoir contrer cet exode des joueurs, des meilleurs prospects directement en G-League, pour pouvoir garder les joueurs à la fac, a décidé de réformer un petit peu et de dire OK, on va pouvoir peut-être nous aussi vous payer. Alors, ça ne sera pas des salaires, mais ça va être en vous payant sur votre image avec des contrats de sponsoring. On détaillera tout ça, bien évidemment. Mais voilà, d'un côté, il y a des joueurs qui partent et qui fuient, qui commencent à fuir en tout cas la fac pour s'inscrire directement en G-League. Il y a l'argument de l'argent. Il y a l'argument que, on en parlera, mais voilà, de l'expérience et tout. Et puis, de l'autre côté, il y a la NCAA, les facs qui se sont dit, on va contrer en proposant nous aussi
de vous rémunérer, en tout cas, vous les joueurs. Voilà pour le contexte. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop chiant, mais c'est pour que voilà, tout le monde comprenne bien pourquoi on fait cette émission. C'est une situation assez inhabituelle aux USA pour l'instant. Je vais vous laisser parler, les gars, puisque vous avez quand même bien préparé votre émission ce soir, donc je ne voudrais pas vous couper les ailes. Pour commencer, peut-être, pour lancer cette émission, parlons de la NCAA, parlons de ces joueurs universitaires, voilà, de ce changement qu'on peut faire entre le lycée et la fac. C'est pas nouveau. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont, enfin tous les joueurs logiquement, de plus en plus passés par la fac. Il y a une notion qu'on va aborder, je pense, et je voudrais peut-être commencer avec ça, la notion de one and done. Peut-être que tout le monde n'est pas familier avec cette notion-là. Le fait de faire de s'inscrire 1 an seulement à la fac pour aller directement en NBA ensuite, c'est ça le one and done, 1 an et puis c'est bon. Il y a eu pas mal de quiproquos, de soucis depuis les années 70 sur les contrats NBA, sur les contrats des jeunes. Et je sais, Antoine, que toi, tu voulais nous parler, et je pense que ça peut être un bon point de départ pour cette émission, d'un joueur, Haywood, qui, dans les années 70, a eu des problèmes avec son contrat, justement, en NBA, par le fait qu'il était au collège, enfin au lycée, du coup, et ses diplômes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur-là, Antoine? Spencer Haywood, c'est un cas assez particulier et unique pour son époque. Aujourd'hui, il y en a peut-être un petit peu plus. Pour recontextualiser, on est dans la fin des années 70. On a affaire à un joueur natif du Mississippi extrêmement talentueux qui décide de partir dans le Michigan pour poursuivre ses études. Donc, il est au lycée au Michigan et on sent tout de suite le poste 4-5 extrêmement dominant, scoreur et rebondeur à gogo, si je peux dire ça comme ça. Puisqu'il remporte, il permet à son lycée d'être le premier lycée public de remporter le trophée d'État du Michigan depuis 37 ans. Donc tout ça, il a une vraie hype autour de lui. Il s'engage à la fac du Colorado de Trinidad State Junior College, où il tourne en 28 points, 22 rebonds, ce qui lui permet d'être convoqué au JO de 1968, où il termine meilleur marqueur des États-Unis avec 16 points. Et aujourd'hui, il tient le record de l'équipe américaine de basket du meilleur pourcentage au tir avec 71%. Et chose aussi assez rare, il change de fac pour retourner dans le Michigan et signer à la fac de Détroit. Là, pareil, on a affaire à un joueur qui tourne en 32 points, 21 rebonds, et qui décide, sans être sophomore, de vouloir passer professionnel. Sauf qu'à l'époque, la NBA refuse catégoriquement qu'un joueur non diplômé intègre sa ligue. Donc plutôt que de terminer son cursus universitaire, il va un petit peu détourner tout ça et signer en ABA, qui était l'autre ligue de basket professionnel à l'époque, qui aujourd'hui n'existe plus, pour signer avec les Rockets de Denver et pas les Rockets de Houston, où, pareil, encore une fois, on assiste à un joueur extrêmement, extrêmement talentueux, puisqu'il va terminer rookie de l'année et MVP de la NBA avec 30 points de moyenne et 19,5 rebonds, ce qui est le record absolu de cette ligue qui aujourd'hui n'existe plus. Et en une année, MVP aussi de All-Star Game de NBA, il va décider d'entamer une action en justice contre la NBA qui le mènera jusqu'à la Cour suprême, carrément. Donc vraiment, il est allé très très loin pour intégrer la NBA. Il va gagner au final, mais à quel prix? Puisque au final, donc, il va gagner son procès, il va être intégré au Seattle Supersonics, mais il va être extrêmement mal vu dans la ligue, il va être hué par beaucoup de franchises, beaucoup de salles, pardon. Il y aura même un annonceur, j'ai pas réussi à trouver la salle malheureusement, qui l'annonce comme joueur illégal. Donc vraiment, c'est comme si aujourd'hui tu arrives au Madison Square Garden et qu'on fait le joueur illégal Yonim Fournier, tu vois, ce qui fait vachement plaisir, je pense même mentalement. Donc voilà, une réputation extrêmement sulfureuse qui l'a pas empêché par contre de faire une carrière assez remarquable. Je l'ai sous les yeux, donc 2 fois First Team, 2 fois NBA Second Team aussi, un maillot retiré chez les Sonics et plusieurs records, notamment à Seattle. Et All-Star, il est même champion NBA au final dans les années 1980, mais il incarne bien cette NBA qui a toujours eu du mal à intégrer les jeunes, qui s'est toujours remise en question, que ce soit d'un point de vue de diplôme, que ce soit d'un point de vue financier avec la NCAA, ça a toujours été assez compliqué. C'est peut-être pour ça qu'ils essaient de réformer ça via la G-League. Et voilà, ça prouve quand même que c'est un problème qui dure depuis très longtemps et Spencer Haywood a réussi, mais à quel prix? Il a dû quand même attaquer la NBA en justice pour faire une carrière tout à fait remarquable.
Ouais, concrètement, on a depuis l'époque, c'est toujours, il y a toujours ces propos-là de s'inscrire, enfin de l'âge réglementaire pour intégrer l'NBA a pas mal changé. C'est toujours en discussion. À quel âge est-ce qu'un joueur de 18 ans peut jouer en NBA? Oui ou non? Euh, les, les, les textes ont pas mal changé à chaque fois. Euh, Justement, les gars, vous, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce côté-là? Comment vous voyez l'intégration, on entend en parler, de ces jeunes en NBA, 18 ans, 19 ans, 20 ans, comment ça a bougé? Comment vous le sentez-vous? Ben, c'est une bonne chose et une mauvaise chose, mais j'ai envie de dire que finalement, la mauvaise chose, on s'en moque un peu. La mauvaise chose, c'est que la ligue est très jeune, qu'il y a des gamins, des enfants quasiment de 18-19 ans qui ne sont pas forcément très, très matures pour gérer tout ce qui est le monde professionnel de la NBA qui arrive dans la ligue. Mais ce mauvais côté, je disais qu'on s'en foutait un peu parce que finalement, 18 ans, tu es majeur. Dans la plupart des pays du monde, d'ailleurs, je crois dans la grande majorité des pays du monde, tu peux faire ce que tu veux, tu peux gagner ta propre vie, quel que soit le métier. Et il y a le sport américain qui fait un peu, qui détonne un peu avec ses règles, qui te dit non, ben, 18 ans, tu es adulte, tu es assez bon pour jouer, gagner ta vie en jouant à ton sport, en faisant ton métier. Mais on te refuse l'accès. On te refuse l'accès pour différentes raisons que je pense qu'on va aborder tout au long de l'émission. Et le côté positif, ben, c'est justement celui dont on est privé aujourd'hui. C'est l'afflux massif de talents qui a arrêté depuis 2006 maintenant, où il y a des jeunes talentueux qui doivent attendre avant d'intégrer la NBA. Et des fois, en attendant, qui perdent de leur niveau, qui sont freinés dans leur progression, qui sont tentés par des choses pas forcément très légales ou très bien pour la suite de leur carrière. Et voilà, ça nous empêche un peu de voir cet influx de talent qui serait, à mon avis, à mon sens, une chose positive pour la NBA. Ouais, les autres, ça vous inspire quoi? On sait, hein, euh, il y a je vous le dis, enfin, je le disais, il y a des années où des joueurs ont pu s'inscrire. Il y a pas mal de stars. Mettons LeBron James, par exemple, n'est pas passé par la fac, lui, directement, qui s'est inscrit directement à NBA. Maintenant, on est obligé d'attendre du coup, l'année des 19 ans. Les choses bougent enfin, ça veut dire de plus en plus, pas forcément de plus en plus, mais les choses bougent en tout cas, et il y a des textes qui font que, des discussions qui font que. Actuellement, il faut effectivement avoir 19 ans pour jouer en NBA. Euh, Ça vous inspire quoi, vous, Lilian, Thomas? Bon, pour moi, je pense que c'est des décisions qui doivent se prendre au cas par cas. Tu citais par exemple LeBron James. On a aussi des joueurs comme Kobe qui ont décidé de ne pas aller à la fac, mais c'était des joueurs qui étaient déjà exceptionnels à leur âge, en fait. Stature physiquement. Ils avaient aussi un mindset assez différent des autres joueurs. Et donc, je pense ça va vraiment dépendre du cas par cas. Il y a des joueurs qui sont déjà, on parlait déjà de Jalen Green, c'est des joueurs, des ball handlers déjà d'une qualité assez exceptionnelle qui peuvent, on peut le dire, directement impacter en NBA. Et donc, le fait de passer entre guillemets une année en NCAA, pour eux, n'est peut-être pas forcément utile. Mais il y a d'autres joueurs, par exemple, notamment, je pense, j'ai en tête des postes comme des joueurs comme au poste de pivot qui ont besoin d'années pour arriver à maturité, pour que ce soit mentalement ou physiquement qu'ils aient besoin de se développer. Donc, un passage en université, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure. Donc, pour moi, c'est vraiment au cas par cas, et ça concerne vraiment les joueurs qui vont intégrer directement la NBA après le lycée. Ce sont vraiment des joueurs qui ont un potentiel de superstar, et ce n'est pas possible pour tous les joueurs sortant de high school. Moi, personnellement, je pense que tu aies 18 ans ou 19 ans, ça change pas forcément grand-chose. Franchement, il y a qu'une année de différence et potentiellement, c'est une année qui peut te faire progresser. Si tu vas à la fac ou autre part, il y a des gens qui vont t'aider à progresser dans ton basket. Après, comme disait Lilian, c'est des décisions qui doivent se prendre aussi au cas par cas, et c'est aussi la maturité de la personne qui choisit de rejoindre ou pas la NBA, dans le sens où si à 18 ans, il peut pas et que c'est son projet d'avenir, faut qu'il fasse en sorte que ce projet, il puisse le mener à bien, en fait. Après, s'il fait des conneries à l'extérieur ou quoi, qu'il va tirer sur des gens, fumer du shit, etc., je sais pas quoi, c'est son problème, hein.
Donc voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est la maturité de la personne et s'il veut mener à bien ou pas son projet, quoi. Tu Donc parles. voilà, Ouais, pardon. oui. Je disais, non, tu parlais justement de cette NCAA, etc. Le fait que dans tous les cas, il y avait une progression qui allait se faire. Justement, parlons-en. Quels avantages vous voyez-vous à vous inscrire à la fac justement pour détailler un peu ça, les joueurs là qui ont décidé de ne pas y aller, de s'inscrire directement en G-League, ils ont leurs arguments. Vous, de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez comme argument à s'inscrire à la fac, ce qui est décidé actuellement encore c'est le chemin classique hein, de faire d'aller directement à la fac après le lycée. C'est quoi les avantages concrets de la fac et des équipes universitaires et du coup de la NCAA en soi? Bah, pour moi, avant tout argument sportif, il y a aussi l'argument scolaire. Parce que tu vas aussi à la fac pour étudier, pour t'éduquer en tant qu'homme, parce que ta carrière sportive, elle va durer 10 ans, 15 ans, mais après, il faut aussi avoir un background derrière si tu veux tout simplement t'éduquer en tant qu'homme. Et En- en- les joueurs qui restent un an à la fac, au final, c'est une infime partie de tout le contexte universitaire en général. Il y a plus de 320 universités dans les différentes divisions de la NCAA, en tout cas pour le basket. Donc, c'est un consensus énorme de joueurs. Donc, avant tout, c'est pour s'éduquer. Et ensuite, si on revient sur l'aspect sportif, la NCAA, c'est quand même une ligue de coach, une ligue où il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en place, où tu apprends aussi, tu apprends le basket également. Il y a toujours les grands coachs. Il y a Coach K à Duke. Il y a aussi le grand coach de North Carolina. Son nom m'échappe là pour l'instant. Roy Williams. Mais tout ça, ça permet aussi de t'éduquer dans ton basket, de développer ton IQ, comme disent les Américains. Et aussi, le fait de jouer des universités de tout le pays, c'est-à-dire que tu as des matchs de ta conférence, mais tu as aussi des matchs face à des facs d'autres conférences. Donc, ça te permet de jouer face à des styles de jeu différents, de la défense en zone, de la défense en presse tout-terrain, de la défense en homme à homme. Et toutes ces petites choses te permettent de te développer en tant que basketteur. Concrètement, après, ça serait pour laisser les autres répondre. Je ne sais pas s'il y a le côté. Parce qu'on sait que les mecs qui vont signer à Duke, etc., ils y vont pas pour les cours. Il y a les cours, je ne sais pas, il doit en avoir. Ça doit être peut-être 10% enfin, justement, de sa volonté à lui. Les cours, il s'en fout un peu en soi. Lui, ce qu'il veut, il est là pour le Clairement. côté basket. Sur le côté prestige de cette fac basket, Oui, il prépare pas son futur s'il loupe sa carrière de oui et basketteur, non. il prépare pas son futur métier. Je sais pas, enfin, Je suis pas est-ce que tellement vous d'accord voyez, là-dessus. ouais, Bah, pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a pas mal de joueurs déjà comme John Wall qui est revenu dans sa fac qui est non, pas John, aussi John Wall qui est revenu de Kentucky pour Kentucky, ouais. finir son cursus. Mais il y a un exemple assez concret d'un joueur d'une légende, Dwayne Wade, qui avait passé ses concours d'entrée pour Marquette, qui avait été refusé, qui n'avait pas pu jouer en NCAA, qui avait dû supplier son coach pour être seulement sur le banc avant de repasser les concours l'année d'après pour être admis. Donc il y a quand même, je pense que chez ces facs-là, même si le joueur s'en fout, chez ces facs-là, il y a une volonté, au-delà d'attirer un sportif extrêmement reconnu, de valoriser son programme universitaire et non seulement sportif. Et Moi, je avant de laisser pense. la parole aux autres, il y a un petit exemple. Cette année, tu parlais de Duke. Par exemple, cette année, Trey Jones, qui est attendu comme un meneur fin de premier tour, eh ben, il a hésité à se présenter alors il était dans sa deuxième saison. Il a hésité à se présenter parce qu'il envisageait peut-être de terminer son cursus à Duke. Il y a quand même des fois certains joueurs qui ont envie d'aller au-delà, qui auront envie d'aller tout simplement au bout de leur cursus universitaire. Tu avais un joueur comme Tim Duncan aussi qui aurait pu intégrer tout de suite la NBA et qui au final a été au bout de son cursus universitaire. Ouais, bah, dans ce Ok, cas-là, justement, tu fais pas un an, en fait. Moi, je trouve que c'est un peu du bullshit de nous vendre l'argument scolaire. Et d'ailleurs, Jalen Green, il a dit, ouais, j'ai préféré aller en G-League. Je pense que c'est la meilleure solution. Je pense que c'est ce qui va me faire progresser. Et de toute façon, la fac, j'aurai l'occasion d'y aller après ma carrière. Tu peux faire la fac alors que tu as 50 ans. Pour moi, c'est pas un argument. Si le mec, il a pour but d'aller en NBA et que c'est son objectif de carrière, il se donne les moyens pour le faire. Et la fac, il verra ça après. Si tu fais un an, tu vas pas faire, enfin, si tu fais un an, tu n'as aucun diplôme.
Non, mais clairement, l'argument universitaire repose clairement pour les joueurs du second tiers ou du troisième Ah, mais tiers qui… combien de mecs qui vont NBA et qui sont draftés au premier tour, combien de mecs là, ces 10 dernières années, tu peux me dire, qui ont fait 4 ans? Combien? Malcolm Brogdon, Tu as fait un sur euh, les 60 choix qu'il y bien a, sûr. tu Cette vois? année, Après, Ah, cette année, t'en as beaucoup, pour par contre. pour cette les année, il y joueurs en a NBA, 4. Je l'ai noté. pour les franchises NBA, c'est clair qu'avoir un joueur qui a fait un cursus de 4 ans, c'est un petit gage de maturité en plus, mais c'est clairement pas valorisant, par exemple, pour une franchise Sur ne la va question du pas, potentiel, c'est voilà, pas valorisant. voilà, clairement, ça va pas faire augmenter ta place à la draft si tu as fait 4 ans ou, au profit d'un joueur qu'on a fait qu'une année ou deux. C'est ça. Voilà, donc, finalement, ça a été ça un peu. Vas-y, Antoine. Non, mais j'allais dire que tout à l'heure, on parlait du cas par cas pour l'accès à la NBA. Et c'est en fait le cas par cas qu'il faut voir ici pour les avantages à tirer de la NCAA. Il y a des joueurs à qui c'est largement profitable, des joueurs qui arrivent, qui ne sont pas matures physiquement, qui ne sont pas matures moralement, mentalement, qui arrivent à l'université et qui progressent, qui deviennent des hommes qui sont prêts à intégrer la ligue. Et il y a des joueurs pour qui c'est une totale et absolue perte de temps. Moi, j'ai le cas en tête de Ben Simmons, qui est, lui, l'a documenté. Il a fait un documentaire avec une société de production. On disait clairement qu'à LSU, à Louisiana State, il s'en battait les steaks des cours. Il allait juste pour le basket. Son équipe, en plus, était bidon. Il y était seulement pour passer le temps avant de pouvoir intégrer la NBA, alors qu'il était déjà prêt mentalement, physiquement, à l'intégrer dès l'année précédente. Et finalement, même s'il n'est pas prêt, j'ai envie de dire, ce n'est pas notre problème. C'est une entrave. Moi, je pense que cette obligation d'un an d'aller à l'université, c'est une entrave en fait, à la liberté individuelle. Parce que Clairement. les mecs sont adultes, ils peuvent gagner des sous en jouant, en faisant leur sport, en faisant leur métier, et on leur interdit d'intégrer la ligue. Et bon, c'est vrai qu'il y a des superstars universitaires à qui ça a profité. Je pense au cas de Zion Williamson. Avant qu'il intègre l'université Duke, il était dans un petit lycée de Caroline du Sud. On voyait tous ces dunks sur YouTube, mais on se demandait si c'était que ça. Si c'était finalement qu'un dunker qui profitait de jouer contre des mecs qui faisaient 2 têtes de moins que lui pour dominer. Et finalement, c'était le deuxième ou troisième meilleur lycéen d'après les sites d'après les sites de scout. Finalement, il va à Duke et il démonte tout. C'est le premier choix de draft. Il a une plus grande visibilité. Il a des contrats pubs. Il signe un gros contrat avec Jordan. Et lui, ça lui profite. Mais ça, c'est un cas qui est finalement assez rare pour les joueurs de son niveau. Et bon, je pense qu'on peut encore, on aura l'occasion d'en discuter pendant les minutes qui suivent. Mais c'est une entrave assez certaine à la liberté des joueurs qui sont prêts à intégrer la NBA. D'entrave, ça me fait penser à une citation que j'avais notée. C'était Bill Walker qui était à Kansas State et il disait moi, je suis contre le fait d'attendre justement d'avoir 19 ans. Il dit je ne vois pas pourquoi vous devez attendre d'avoir 19 ans pour jouer un match de basket quand vous pouvez avoir 18 ans et aller à la guerre et mourir pour les États-Unis. Je trouve ça ridicule. Et en gros, l'idée, c'était que si à 18 ans, tu peux partir sur le terrain véritable, du coup, on voulait aussi aller jouer au basket. Bon. Et ça, Dans cette entrave de liberté, ça me faisait penser à ça. tu vois, ça, je trouve que le mec, en disant ça, peut-être qu'il exagère un peu, mais dans le fond, il a raison. Au pire, s'ils veulent nous vendre un truc de ouais, c'est pour la scolarité, machin, qu'ils fassent comme la NFL, où en NFL, tu peux aller que en NFL à partir du moment où tu as 21 ans. Donc, c'est-à-dire que tu as fait au moins 3 ans à la fac. Sinon, tu peux pas y aller. Tu peux pas te présenter à la draft en NFL. Qu'ils nous disent pas, ouais, 19 ans, ça change quoi? Un an de plus. Ça change rien du tout. Dans ce cas-là, il faut savoir sur qui on tape. Est-ce qu'on tape sur la NBA ou est-ce qu'on tape sur la NCAA qui récupère aussi certains joueurs qui se sentent prêts? Sur les deux, finalement. Bah ouais, Sur les voilà. deux, parce que la NBA, il faut s'en souvenir, en 2006, quand la règle a été établie avec la nouvelle convention collective, c'est David Stern qui avait poussé pour ça. Et David Stern, c'est vrai qu'on ne le dit peut-être pas assez souvent, mais les commissaires et les commissionnaires des ligues sportives américaines, ce sont les employés des propriétaires de toutes les franchises. Et David Stern, il parlait pour les 30 propriétaires de franchises de NBA qui, eux, voulaient se protéger, qui voulaient protéger leur investissement, qui étaient marqués par investir 16 millions de dollars, 20 millions de dollars sur Kwame Brown, et après, il fait n'importe quoi en NBA. Mais moi, j'ai plus envie de dépenser ce genre de sous. Les propriétaires aussi qui voulaient un peu protéger l'aspect aussi sportif de leur franchise, même si parfois c'est secondaire avec l'argent, et dire j'ai pas envie de mettre un choix de draft et que ça me plombe pendant les 2-3 saisons qui suivent.
Mais au final, c'est surtout pour protéger des milliardaires qu'on empêche des jeunes. Et ça, c'est aussi un aspect dont il faut parler, l'aspect social. Parce que la plupart des sportifs à qui on interdit d'aller en NBA à 18 ans, ils viennent de milieux défavorisés. C'est des hommes, des joueurs de couleur qui n'ont pas forcément eu qui n'ont pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Et à qui on interdit de gagner des sous. Et puis, bien évidemment, il y a la NCAA qui en a profité parce que les meilleurs joueurs, avec cette règle, LeBron James, s'il aurait été à l'université, ça aurait fait des vues en plus, des téléspectateurs en plus, de la pub en plus et forcément de l'argent en plus. Donc, ça a marché main dans la main, quoi. On a parlé pas mal de cette NCAA. Alors, on a balayé un petit peu assez large et on a surtout parlé on va dire des points positifs. En tout cas, le fait d'avoir ces infrastructures pardon, de qualité, le fait de pouvoir se montrer pour certains joueurs et du coup, avant d'atteindre la NBA, Lilian parlait des coachs de qualité, parlait de cette infrastructure et même des diplômes. Si on peut, enfin, je pense qu'on peut aussi parler dans une deuxième partie des points, on va dire, négatifs un petit peu de la fac et pourquoi certains joueurs préfèrent l'esquiver. Je pense que ça peut être une deuxième partie intéressante dont on va parler tout de suite. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et on est de retour sur cette émission de Time Out pour parler NCAA, pour parler G-League aussi. On a longuement parlé de la NCAA et de ses avantages. Rapidement, messieurs, quel aspect, dira-t-on, négatif un petit peu, vous voyez justement pour bien comprendre pourquoi ces joueurs ne vont pas forcément en NCAA à la fac s'inscrire. Quels aspects négatifs vous pouvez voir au fait de s'inscrire tout simplement à la fac en tant que jeune prospect. Pourquoi pourquoi en gros ils ont fait ce choix-là de ne pas y aller. On sait quand ils s'étaient inscrits, enfin ils avaient fait des promesses à des facs. Je pense à notamment, là j'ai vu les citations de Penny Hardaway, le coach de Memphis, la fac de Memphis, qui rageait un petit peu le fait qu'il y ait un joueur qui lui soit filé sous le nez. Et puis, enfin, quel joueur surtout. Mais voilà, quels avantages, enfin, quels inconvénients pour le coup vous voyez à cette fac? En fait, c'est un côté où tu prends pas ta part du gâteau alors que tu es clairement en plein milieu, quoi. Tony en parlait, je prends l'exemple par exemple d'Emmanuel Moudier, qui est un prospect intéressant, qui n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui a dû partir en Chine pour subvenir aux besoins de sa famille, parce que clairement, en NCAA, on ne paye pas les joueurs. Et la CBS, il y a quelques années, payait 800 millions de dollars par an pour diffuser la March Madness, qui est plus populaire que la NBA, et les joueurs touchent exactement 0 $. Alors que c'est de la chair à canon, quoi. Ils sont vraiment en plein milieu, en plein milieu de tout ça. Et Shabazz Napier le disait lui-même, qui a fait les finales de NCAA, disait clairement qu'il y a des nuits où il n'avait rien à manger, il ne pouvait pas s'acheter à manger, alors que le mec joue la finale de basket universitaire qui est plus populaire que le basket professionnel américain. Donc il y a ce côté financier qui est extrêmement problématique pour des joueurs qui donnent tout et qui ne reçoivent pas grand-chose de vivable pendant cette période-là. Je crois que malheureusement ou heureusement d'ailleurs, on s'en moque un peu, mais l'argent, c'est vraiment le cœur et le nœud du problème. Moi, j'ai aussi d'autres exemples en tête. C'est le premier, celui de Scal Labissière, qui était en sortant de lycée un des tout meilleurs prospects. Il me semble d'ailleurs que c'était le meilleur prospect en sortant de lycée de la classe de 2015. S'il s'était présenté directement à la draft, il aurait sûrement été un top 5. Et finalement, il a dû aller à la fac. Il a eu une année franchement chaotique à Kentucky, et puis il est drafté en fin de premier tour au 28e rang. Donc, c'est une perte d'argent assez colossale. Et puis, un autre exemple que j'ai en tête, c'est un exemple encore pire, j'allais dire, c'est celui de Cliff Alexander, qui lui aussi était un top prospect en sortant du lycée. Pareil, qui aurait été un top 5 dans la draft de 2014 s'il avait pu se présenter directement. Finalement, il va à l'université de Kansas parce que les règles y obligent. La saison se passe mal, il joue peu, il commence un peu à s'installer dans le 5. Et dès qu'il commence à avoir du rythme, boum, il se prend une suspension de la NCAA. Pourquoi ? Parce que sa mère a demandé un prêt à une société de finances. C'est un système qui est assez commun aux États-Unis pour les familles de sportifs qui sont garantis de passer pro.
Sauf que sa mère l'a fait avant qu'il s'inscrive à la draft. Du coup, boum, suspension. Et encore une fois, bon, on en revient à ce problème social. Si sa mère a demandé un prêt, c'est pas parce qu'elle voulait que la saison de son fils s'arrête en plein milieu ou qu'il soit suspendu. C'est parce que elle avait besoin d'argent et que l'éventualité de toucher un petit chèque en attendant que son fils passe pro, ça ne peut pas se refuser. Et puis même sans parler de cette suspension, sans parler de ce prêt, Cliff Alexander, il avait fait une saison plutôt mauvaise d'ailleurs à Kansas. Et donc son statut a clairement baissé. Il est passé de statut de top 5 s'il s'était présenté à la draft dès la sortie de lycée à un mec qui n'a pas du tout été drafté. Il est arrivé en NBA parce que forcément, quand maman a besoin d'argent, on ne va pas retourner une seconde année à la fac. Il arrive en NBA, il n'est pas prêt, ni physiquement ni mentalement. Et puis, c'est devenu le bourlingueur qu'on connaît, qui joue maintenant en Pro A, qui joue un peu aussi dans d'autres clubs en Europe. Donc voilà, c'est un mec à qui, c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y en a quasiment tous les ans, un mec à qui ça n'a pas du tout profité d'aller à la fac. Et on, on- on va s'arrêter là sur cette partie. C'est vrai qu'il y a des exemples, ils sont innombrables et il faudrait plus d'une émission pour en parler. On n'a pas parlé non plus voilà, de certains cas spécifiques aussi avec les problèmes financiers hein, à la fac, des Andre Ayton, par exemple, qui avait été lui aussi, qui a eu des problèmes avec des contrats de sponsoring, etc. Je vous propose, Faut messieurs, peut-être, de passer je te à coupe la… Yoni, mais il faut peut-être mentionner le fait que la NCAA maintenant autorise les joueurs à être rémunérés par rapport à leur image, qui vient de tomber, qui est pas encore officialisé, mais qui devrait l'être l'an prochain et qui est en gros une réaction par rapport à tous ces départs vers les championnats professionnels et également la G-League. Donc, ça va permettre aux joueurs de monétiser leur propre image à condition que leur université ne soit pas liée à ça. La NCAA veut quand même garder le fait que les universités, enfin, garder ce côté amateur entre les athlètes et l'université. Donc, on pourra dire que c'est une bonne chose et c'est une bonne chose je rajoute, c'est une bonne chose pour tous les athlètes du circuit NCAA, pas seulement les superstars. C'est également pour tous ces petits joueurs qui n'auront pas forcément une carrière professionnelle, mais qui peuvent monétiser leur image à travers les réseaux sociaux, à travers une image de marque. Et donc, ça peut permettre à tous les athlètes de tous les sports de toucher de l'argent pendant leur cursus universitaire. Et tu fais bien de le mentionner, tu fais les transitions à ma place. Justement, je voulais parler de la fuite de ces prospects qui ne vont pas du coup en NCAA et du coup parler des mesures qui pouvaient être mises en place officiellement pour les garder. Tu viens d'en parler justement. Je vous propose quand même de passer à la deuxième partie de cette émission sur cette fuite, cet exode, on va dire, des prospects qui ne passent pas par la NCAA. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et on est de retour hein, pour cette dernière partie de l'émission Time Out. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'NCAA, de ces joueurs, de ces jeunes prospects qui, du coup, n'allaient pas signer à la fac. Quand je parle de jeunes prospects, alors c'est vrai que j'en ai parlé très, très rapidement, mais peut-être que les noms vont vous dire pour certains, mais on parle quand même de joueurs qui étaient attendus au premier tour. Daishen Nix était attendu au premier tour, il devait signer à UCLA. Isaiah Todd, pareil, il devait signer au premier tour de la draft 2021 pour le coup. Et puis Jalen Green, pour l'instant, ça ne nous dit rien de manière très, très globale, mais c'est quand même il était considéré pour certains comme le lycéen numéro 1, tout simplement. MVP du dernier championnat du monde U17. Enfin, il a un petit background assez intéressant, on va dire, le Jalen Green. Là. Bon, ça fait partie de ces joueurs qui, du coup, ne vont pas aller en NCAA. Il y a un autre choix qui a été fait aussi par ces joueurs, c'est de partir dans des championnats étrangers. J'ai pu échanger avec certains Américains du coup qui ont signé en France. Comment vous voyez le truc, vous, de ces joueurs-là est-ce que vous comprenez aussi le fait que certains joueurs américains décident tout simplement de se barrer et partir dans d'autres pays il y a toujours l'argument financier, mais vous comprenez ces choix-là?
Ben, moi, personnellement, bien sûr, je le comprends. Déjà parce qu'il y a l'argument financier et ensuite parce que ça t'offre la possibilité de jouer contre des personnes qui sont adultes, qui ont un gabarit différent, qui connaissent peut-être mieux le basket que tes coéquipiers qui ont le même âge que toi et qui ont 19, 20 ans, qui ont plus d'expérience, qui peuvent te donner des conseils, etc. Donc, je comprends tellement et je pense notamment comment il s'appelle, le petit frère de Lonzo Ball, La Melo j'ai oublié Ball. son prénom, voilà, la La Melo mélo. Ball, qui est parti justement en Australie, qui a fait son truc là-bas. Moi, je comprends tout à fait son choix. Ça. Mais après, c'est un risque aussi pour ces joueurs parce quand même, ils partent loin de leur famille, ils vont dans des environnements qu'ils ne connaissent pas forcément. Et bah, par exemple, moi, tu as pris le cas de la Melo Ball. Moi, je prends le cas de R.J. Hampton, qui a un premier tour pour la prochaine draft, qui a aussi été joué en Australie cette année. Pour lui, ça ne s'est pas forcément super bien passé. Il jouait dans une des pires équipes de la NBL, donc le championnat australien. Et on a vu ses limites dans le jeu. Donc, c'est aussi un risque d'aller dans un contexte que tu ne connais pas forcément, avec des joueurs qui n'ont pas forcément non plus. La NBL, ce n'est pas le championnat où le niveau est le plus élevé. Ça, Je c'est pense que clair. si tu joues à Duke ou North Carolina, tu peux avoir Ah, je suis une d'accord. concurrence beaucoup plus féroce. Ah bah, je peux te dire que j'ai regardé 2-3 matchs de NBL, ça pique les Ah, yeux quand même, hein. franchement, Il y a des choses niveau spacing et pick and roll, c'est pas très NBA tout ça. la fac, c'est pas non plus très. Enfin, bref. Chaque- Moi, je trouve que le jeu à la fac n'est pas non plus très, très beau et que c'est très différent de ce que tu peux voir sur les parquets de NBA. Il y a beaucoup de zones, beaucoup de défense tout terrain. C'est très bizarre, je trouve. Mais Bon, après, au-delà du ça fait le niveau de jeu, folklore, hein. voilà, mais au-delà du niveau de jeu, je veux dire que quand même les joueurs prennent un risque en allant dans des contextes qu'ils ne Bien connaissent pas sûr, forcément. bien sûr. C'est aussi un gage de maturité au final. C'est est-ce que tu veux profiter enfin, tenter ta chance dans une ligue où potentiellement tu sais que tu n'auras peut-être pas le niveau, ou alors vraiment vouloir avoir une vraie carrière professionnelle à un niveau tout à fait convenable. Je pense qu'il y a des joueurs en NBA qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Je pense à Shane Larkin, qui se sont retrouvés en Europe et qui sont aujourd'hui font partie des meilleurs joueurs d'Europe. Est-ce que ces joueurs-là, s'ils n'avaient pas directement accepté d'aller en Europe ou de tenter leur chance à l'étranger, ils n'auraient pas gagné du temps dans leur carrière? Ouais, mais le problème de ces joueurs-là, c'est que si tu vas en Europe, pour les États-Unis, tu disparais en fait. Si Mais dès, après, dès c'est ta savoir sortie ce du que tu Ouais, lycée, veux tu vas en aussi. Europe, Ils sont t'apparaîtras plus. formatés NBA de base et du coup, leur objectif, c'est la NBA. Et après, effectivement, c'est peut-être plus simple pour eux de réussir, enfin, plus simple dans leur jeu, dans leurs aptitudes, dans leur caractère, de réussir en Europe. Mais c'est vrai que pour un Américain, peut-être que le côté. C'est pour ça que les gens parlent de risque, c'est intéressant. C'est un risque de partir dans un championnat, dans une ville, dans un pays, dans un championnat qui. Je parle pour les Américains en tout cas, hein, C'est un qui. risque pour ta réputation si tu vises la NBA. Si tu vises une vraie carrière de basketteur et que tu sens que tu n'as pas le niveau, que tu sens que ça sera trop compliqué pour toi. Je pense par exemple à Juan qui a signé qui a annoncé hier la signature d'un jeune prospect américain. Il a fait son cursus à la fac, il a fait 4 ans, il tourne à 20 points de moyenne. Il s'est peut-être dit que c'était trop juste pour lui la NBA. Parce qu'il y a des joueurs qui tournent à 20 points, il y en a dans quasiment toutes les facs. Donc voilà, c'est pas une gage de qualité. Et qui s'est dit potentiellement qu'une carrière en Europe, ça serait beaucoup plus réaliste. Et moi, j'ai envie de rajouter que réussir en NCAA n'est pas non plus un gage de qualité parce que moi, je pense à C'est des vrai, joueurs comme Adam Morrison, Doug McDermott et Jimmer Fredette qui défonçaient tout en NCAA. Et là, ils c'est sont très où? Il vrai. y en a qui sont en Chine, il y en a l'autre, il doit être sur son canapé là en train de repenser à ses années à Gonzaga et Doug McDermott, il est sur le banc d'Indiana, quoi. Donc, C'est vrai qu'il ne faut pas se fier au stade quand tu regardes les prospects américains parce que ouais, des mecs qui tournent en double-double, il y en a partout en fait. Il y en a vraiment dans tous les coins. Puis de toute façon, il faut bien se dire que la draft, c'est pas une science exacte. C'est pas... non, c'est On a sûr, hein. beau estimer le prospect de la meilleure manière possible. Après, une carrière, ça a des hauts et des bas et on n'arrive pas forcément à s'adapter à l'échelon supérieur. Il y en a plein qui sont foirés, Ouais. hein, des premiers tours de draft ou qui sont nulle part maintenant. Il y en a plein, hein, qu'ils soient européens ou américains finalement. Donc, Je pense que tu fais le top la loterie, on va dire les 14 premiers choix de toutes les dernières drafts, tu as au moins un ou deux mecs qui ont totalement disparu, hein. je pense. De toute façon, ouais, à regarder avec les stats et les chiffres, c'est toujours marrant de regarder les anciennes drafts et de voir qui est où Après, maintenant. si je peux me permettre de rajouter un truc, je pense que les Américains, ils négligent beaucoup le basket FIBA et qu'ils l'apprécient pas à sa juste valeur, en fait. Et il faut se rendre compte que les prospects
pas forcément américains, mais européens ou internationaux qui ont grandi dans le basket FIBA, il y en a des très très forts et ils viennent tous avec des fondamentaux de ouf. Moi, je pense à Doncic, à Jokic, à, je sais pas, au Bogdanovic. Même avant, il y avait des Ginobili, des Sabonis, des Divac. Bref, on va pas tous les faire, mais je pense qu'il faut reconnaître le basket FIBA aussi à sa juste valeur. Et on est d'accord, on l'a souvent mentionné dans l'émission. Pour enchaîner, messieurs, parlons on a de cette J-League finalement. Il y a l'exode vers les pays européens, vers la Lituanie et l'Australie pour un certain Angelo Ball. Là, ces joueurs-là dont on a parlé, Green, etc., eux ont décidé de partir en G-League. Pourquoi? Parce que y a un joueur que vous connaissez bien, Lilian et Antoine, parce qu'il est passé par votre équipe, Sharif Abdourahim, du coup, qui est le président maintenant de la G-League, qui a créé, c'est tout nouveau, la Select Team, et qui va justement regrouper, qui a ouvert la porte à ces prospects, à ces jeunes prospects sortis du lycée. C'est un truc tout nouveau en soi. On est d'accord, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et c'est un phénomène qu'on découvre tous ensemble. C'est tout nouveau et là, ça pourrait résoudre le problème que Lilian a abordé, celui du mal du pays pour les joueurs américains et même l'autre problème que Thomas a abordé, celui de la méconnaissance et de la mésestime que les Américains ont pour le basket FIBA. Là, ils sont à la maison et ils sont à s'entraîner, à jouer pour intégrer la NBA avec des règles NBA. Donc finalement, c'est tout bénef pour eux. Et puis surtout, on revient encore à l'argument de l'argent, ils ont leur chèque. Et pour le cas de Jalen Green, je disais tout à l'heure que lui, il a non seulement les $500,000, mais il a aussi la possibilité d'avoir une bourse que lui sera offerte par la G-League pour ensuite compléter ses études. Donc finalement, c'est tout bénef par rapport à ce que d'autres joueurs auraient pu faire par le passé, c'est-à-dire aller à l'étranger ou aller à la fac. Là, il a le meilleur des mondes. Il a l'argent, l'aspect professionnalisant, pouvoir s'entraîner pour intégrer la NBA et puis être à la maison, près de sa famille. Alors là, ce sera à Los Angeles. Je ne sais plus d'où il est exactement. Je crois qu'il est de Californie quand même, Jalen Green. Donc, il sera proche de sa famille, proche de ses amis. Et puis, il pourra s'entraîner pour intégrer la NBA. Est-ce qu'on parle du centre d'entraînement pour cette select team au final du centre d'entraînement Kobe à Los Angeles. Et d'ailleurs, j'ai regardé, en faisant les recherches, là, le coach qui pourrait coacher cette select team au final, donc qui serait composé de jeunes prospects européens, enfin de jeunes prospects américains, mais de pas mal d'autres joueurs aussi, dont des Européens, pourquoi pas. C'est Sam Mitchell qui a joué à Montpellier. J'ai vu ça dans les années 80, 87, 89. Grosse carrière NBA, petite carrière NBA, puis coach de l'année avec les Raptors en 2007. Donc on est sur du prestige aussi et ça attire. Enfin, c'est quelque chose qui a un argument de poids qui peut attirer les joueurs dans cette select team au final et la G-League. C'est un contexte particulier aussi parce que faut quand même préciser qu'ils vont, donc comme il l'a dit, c'est vraiment du développement. Ils vont quasiment pas jouer de matchs. De ce que j'ai lu, ils vont jouer une dizaine de matchs et ce seront des matchs qui ne compteront même pas dans le classement de la G-League. Donc c'est quand même, tu auras un échantillon assez faible et ça peut effrayer aussi certaines franchises NBA qui vont se dire est-ce que je mise un premier choix sur un joueur que j'aurais quasiment pas vu, qui aura fait que des entraînements ou des matchs entre guillemets d'exhibition dans une équipe qu'on pourra qualifier un peu de All-Star parce qu'il y aura que des top prospects entourés bien sûr également de vétérans comme ils l'ont précisé. Mais c'est aussi un contexte assez particulier et vu que ce sera un peu, on va dire, qu'il va expérimenter ça, est-ce que ça peut pas effrayer certaines équipes? Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais je pense que ça va être très con et finalement très simple. C'est la réussite de Todd, de Knicks et de Green qui va déterminer énormément de choses pour ce système. Si par la suite ils deviennent des bons joueurs NBA, des stars en NBA, il y a de plus en plus de joueurs qui vont prendre ce chemin-là. Si à l'inverse ça foire un peu, et malheureusement c'est un peu bête parce que j'allais dire c'est bête de déterminer le succès de cette route par rapport à leur succès en pro, alors que finalement on devrait évaluer simplement et individuellement la Select Team et la G-League, ce que ça apporte aux joueurs. Pas si les joueurs deviennent après des stars ou des superstars, mais malheureusement ou heureusement, d'ailleurs je ne sais pas,
c'est leur réussite en NBA, je pense qu'il va conditionner beaucoup de choses, notamment pour les parents aussi. Hein. Si ton fils te dit je vais aller prendre un chèque en G-League et qu'après ces 500 000 dollars, il n'y a plus rien derrière, tu vas peut-être lui dire c'est mieux de prendre la route de l'université. Donc, c'est vraiment à voir, quoi. C'est totalement expérimental et on va voir ce que ça va donner. Il y a le coach de Kentucky, John Calipari, qui disait, justement pour souligner ce que tu disais, il disait lui, pareil, il veut voir dans 4-5 ans ce que vont donner ces joueurs-là, comparer un peu du coup ces joueurs qui ont opté pour l'université et pour la G-League. Et il disait aussi que l'argent que propose la G-League est négligeable par rapport à ce qu'on touche quand on est vraiment en NBA, quand on signe un second contrat. En gros, pour lui, vaut mieux faire le choix de l'université. Bon, après, il a Kentucky, donc je peux comprendre son argument. Mais Faut voilà, faut voir vaut aussi mieux, quelle fac aussi. oui, mais voilà, vaut mieux signer à la fac. Cet argent-là, dans tous les cas, sera le joueur, logiquement, va aller en NBA, va prendre un gros contrat, au moins dans un second temps. Et l'argent de la G-League, pour lui, c'est négligeable par rapport à ce qu'il pourra toucher en NBA plus tard. Je ne sais pas si c'est un argument solide ou pas, selon vous, mais en tout cas, c'est ce que pense le coach de Kentucky. Moi, je trouve que, d'un côté, il a raison de te dire ça parce que c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que tu sais jamais quand ta carrière elle peut s'arrêter. Toi, tu peux jouer un match en NCAA, te faire une grave blessure et ne plus pouvoir jouer au basket ou jouer au basket avec un niveau qui sera moindre, en fait. Et du coup, tu toucheras pas la même chose. Donc, même si c'est que 500 000 dollars, c'est quand même une certaine sécurité financière que tu as dès le départ pendant que tu peux jouer et que tu sais que tu peux jouer. Donc, il y a cet aspect-là à prendre en compte aussi, je pense, quand tu es jeune et tu sais pas, ou tu sais jamais ce qui peut se passer demain. Et ça, pareil, des exemples, il y en a pléthore. Hein. Tous les ans, là, ces dernières années, ou cette dernière année, c'est le frère de Michael Porter Jr. Il y a 2 ans, s'il s'était présenté à la draft, il était attendu au premier tour. Il se fait les croiser une fois, il se fait les croiser une deuxième fois. Finalement, il n'est pas drafté. Et là seulement, il vient d'intégrer la NBA par la petite porte, j'allais dire. Bon, on ne va pas trop le plaindre parce que j'imagine que son frère ne le laisse pas crever la faim. Mais voilà, c'est un manque à gagner pour lui. C'est un manque à gagner pour plusieurs joueurs qui prennent ce risque justement de se blesser gravement et de voir leur statut baisser pour la draft. Ouais. Après, il faut voir aussi la G-League plus loin que juste cette select team. On voit que depuis quelques années, les franchises NBA se sont vraiment donné les moyens à leurs équipes de G-League pour développer vraiment les joueurs sur le long terme. On voit notamment les Raptors, ça a bien marché avec plusieurs joueurs. Il y a Fred VanVleet, Pascal Siakam. Ouais. Là, ils ont encore sorti dernièrement Chris Boucher. Et c'est vraiment, le mot est peut-être un peu péjoratif, mais une sorte de laboratoire pour les équipes pour leur permettre de développer des joueurs dans lesquels ils ont vu un certain potentiel et un potentiel qu'il faut développer, affiner. Et c'est aussi ça la G-League et ça se développe de plus en plus ces dernières années. Après, il me semble que… ouais, tenir. J'allais juste dire, il me semble que c'est Oklahoma City qui avait commencé un peu cette mode à prendre soin de son équipe de G-League avec le OKC Blue et qui avait vraiment dit nous, nos choix de draft qui ne sont pas prêts, on va les envoyer dans l'équipe du Blue. Je ne sais pas si on dit comme ça, du Blue, des Blue. En tout cas, on va les envoyer en G-League pour qu'ils fassent un peu leurs dents avant de venir à nous. Après, il faut voir aussi, tu vois, du coup, comment ça va se passer. C'est vrai que le fait qu'ils ne vont pas jouer, en tout cas, ces prospects-là, pas beaucoup de matchs, parce que c'est vrai que la G-League, c'est quand même c'est un championnat assez pour avec certains joueurs et tout. Ils te le disent, ouais, voilà, c'est du selfish ball tout le temps. En gros, les mecs sont là juste pour se montrer. Est-ce que tu apprends réellement est-ce que c'est vraiment un bon apprentissage pour ces joueurs-là? Bon, le temps nous le dit, l'avenir nous le dira, mais ça va être le crash test. c'est vrai que c'est pour ça que c'est un peu secoué tout le monde parce que il y en a beaucoup. D'un côté, tu as des coachs comme Steve Kerr qui peuvent être un peu curieux mais préférer quand même ce côté universitaire. D'autres qui militent très clairement pour que les joueurs puissent se confronter directement aux pros et ne pas passer justement par ce côté universitaire et joueurs peut-être plus faibles. Le temps nous le dira effectivement. Tu as des joueurs qui font carrière au final en G-League. S'il y en a qui arrivent à éclore et passer les chances supérieures, s'il y en a qui sont des tout-way contracts, des second tours de draft, il y a des joueurs qui font leur carrière en G-League. Il y a André Ingram, il y a quelques années, peut-être il y a 3-4 ans, quand Luke Walton était encore coach, début de coach des Lakers.
qui avait été sélectionné pour jouer les 2-3 derniers matchs aux Los Angeles Lakers et qui jouait pour les South Bay, donc l'équipe G-League, qui avait il débutait en NBA après 10 ans en G-League, donc il y a vraiment 10 ans entre 8 et une dizaine d'années, un vrai vétéran. Donc il y a des joueurs qui font leur carrière dans cette, on peut appeler ça réserve, centre de formation, laboratoire, mais c'est aussi, il y a des joueurs qui sont là pour se former, mais il y a des vrais bons basketteurs en G-League de base. Ouais, clairement, la NBA a bien développé cette ligue, cette ligue réserve, on va l'appeler comme ça, depuis plusieurs années. Et franchement, c'est plutôt pas mal ce qu'ils sont en train de faire avec cette select team. Alors, encore une fois, on verra, l'avenir nous dira ce que ça va donner. Mais le problème dont Yoni parlait, celui que, en fait, avant, les joueurs qui composaient cette G-League ou la D-League à l'époque, c'était des joueurs crève la faim qui jouaient au basket parce qu'ils n'avaient aucun autre moyen de gagner leur vie. Donc, ils étaient là, ils veulent marquer leurs points absolument pour espérer éventuellement avoir une chance à NBA sans que ça marche forcément. Et là, justement, c'est l'intérêt de cette select team. Enfin, ça répond a priori au problème identifié par Yonim, que ce sont pour la plupart des joueurs, des prospects qui vont intégrer la ligue, c'est-à-dire des lycéens de très haut niveau qui sont entre eux, qui s'entraînent entre eux avec des méthodes, on va voir encore une fois, mais sur le papier, en tout cas, des méthodes spécifiques pour préparer à la grande ligue. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et on suivra bien évidemment tout ça. On va conclure là-dessus, messieurs. Merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous sur les réseaux de Time Out pour retrouver tous les podcasts. Et puis pour savoir aussi et surtout si dans les prochaines semaines, il y a d'autres noms là, qui sont annoncés pour cette équipe, pour cet exode, on va dire, des meilleurs prospects américains. Voilà, n'hésitez pas à suivre si vous ne le faites pas déjà ces joueurs, Nation Nix, Isaiah Todd et puis surtout Jalen Green parce que annoncé très très haut, très très fort et c'est peut-être le futur de la NBA et ça sera cool de voir comment ça va se passer pour lui. Merci à tous en tout cas. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. On voit comment ça peut se passer avec le confinement, le fait qu'il n'y ait plus de NBA. On vous proposera toujours du contenu et surtout sur les réseaux. Messieurs, merci encore une fois. Je vous donne rendez-vous la prochaine. Et puis, bon courage et kiffez bien le confinement si vous pouvez en regardant du basket et en jouant à Touquet. Ça va vous dire. Yes. Les gars, Ciao. ciao. Et... Bye bye.